Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle session de l'information sur RTI 1. En voici tout de suite les titres. Le vice-président Daniel Camblon-Duncan, les ministres Marcel Amontano et Ali Koulibaly se sont inclinés devant la mémoire de l'ancien président français Jacques Chirac, disparu le 26 septembre dernier. Ils ont signé le livre de condoléances à l'ambassade de France à Abidjan. Rencontre du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce mardi avec une délégation d'évaluateurs de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le Premier ministre les autorise à disposer de toute information relative aux mesures préventives et au recouvrement des avoirs. L'accord de financement du métro d'Abidjan a été signé. Le groupe Bouygues Construction va réaliser le projet. Le budget définitif est estimé à plus de 891 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un des plus importants projets d'infrastructure jamais réalisés en Côte d'Ivoire. Et puis Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson a été invité à modifier les points problématiques de son plan de sortie de l'Union européenne. À moins d'un mois de la date théorique, les discussions entre l'Union européenne et les Britanniques se poursuivent à Bruxelles. Vous êtes sur RTI 1, merci de nous rejoindre pour ce 20h. La Côte d'Ivoire rend hommage à l'ancien président français Jacques Chirac, décédé le 26 septembre dernier. Au nom du président Alassane Ouattara, le vice-président est allé s'incliner devant la mémoire du disparu à l'ambassade de France d'Abidjan. Daniel Camblon-Duncan a ensuite signé le livre de condoléances en hommage à Jacques Chirac qui a été inhumé le 30 septembre dernier à l'issue d'une journée de deuil national dans son pays. Le vice-président ivoirien était accompagné des ministres Marcel Amontano et Ali Koulibaly. Daniel Camblon-Duncan a également assisté à la célébration de la fête nationale de la République de Corée à Abidjan. L'occasion pour les deux pays de dresser le bilan de leur coopération et de réaffirmer leur engagement à la renforcer. Mama Traoré. S'il existe une discipline qui illustre la bonne santé des relations entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée, c'est bien le taekwondo. Un sport pratiqué par des milliers d'Ivoiriens et qui a suscité le financement par la Corée d'un complexe sportif en cours de construction à Abidjan. La Corée appuie également la réalisation d'un centre national d'oncologie et de radiothérapie. Cependant, sur le plan économique, beaucoup reste à faire car le volume des échanges s'élève à environ 64 milliards de francs CFA. La coopération entre la Corée et la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas ici. Nous devons aller plus loin. Nos deux pays doivent saisir toutes les opportunités qui se présenteront et aussi surmonter ensemble les défis à venir. Il y a une volonté conjointe et manifeste du gouvernement coréen et ivoirien pour atteindre un développement inclusif et durable. La Côte d'Ivoire est le premier pays à avoir tissé des liens diplomatiques avec la République de Corée. C'était en 1961. À ce jour, la communauté coréenne vivant en Côte d'Ivoire compte 180 membres. Et on s'intéresse au 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. C'est au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire que cette date symbolique a permis de célébrer l'excellence des relations de coopération qui existent entre les deux pays. Herman Guivet. Ceci n'est pas une compétition d'arts martiaux. Vous êtes au 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Occasion pour la Chine de laisser s'exprimer son riche patrimoine culturel, mais également de célébrer le brassage culturel avec le Zaouli de Côte d'Ivoire en pleine prestation. Une célébration aux allures de spectacle, riche en couleurs pour un public distingué. Et dans ce public, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, qui représente le chef de l'État pour l'occasion. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Wan Li, salue l'excellence des relations entre les deux pays. La Côte d'Ivoire est un partenaire important de la Chine en Afrique. En tant que bon ami et bon partenaire de la Côte d'Ivoire, la Chine se félicite et se réjouit du progrès du développement ivoirien. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 36 ans, la Chine et la Côte d'Ivoire
Ensuite, travailler ensemble dans l'esprit de l'égalité et du respect mutuel pour approfondir sans cesse la confiance politique réciproque, favoriser la coopération économique et commerciale fructueuse et maintenir une coopération étroite dans les affaires internationales. La coopération de la Côte d'Ivoire et la Chine, un partenariat qui tend chaque jour à se renforcer. Je voudrais dire la très grande amitié qu'entretient le président Xi Jinping et le président Alassane Ouattara. Et puis naturellement, la coopération diverse, multidimensionnelle que la Côte d'Ivoire entretient avec la Chine. C'est le 70e anniversaire de la création de l'État chinois. Nous ne pouvons pas ne pas chercher à renforcer cette coopération avec ce grand pays. Et le président de la République m'a demandé de le représenter, que ce soit dans le domaine des routes, que ce soit dans le domaine de l'eau potable, même que ce soit dans le domaine des services. La Côte d'Ivoire a une bonne coopération avec la Chine. C'est par un toast que les deux États, chinois et ivoiriens, ont réaffirmé leur coopération, s'engageant à toujours y travailler pour le bonheur de leur. Une délégation d'évaluateurs de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a été reçue aujourd'hui par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces évaluateurs ont reçu l'autorisation du Premier ministre de disposer de toute information relative aux mesures préventives et au recouvrement des avoirs. Une évaluation qui se tient du 8 au 10 octobre. L'accord de financement du métro d'Abidjan a été signé. C'est le groupe Bouygues Construction qui va le réaliser. Le budget définitif est estimé à plus de 891 milliards de francs CFA et c'est l'une des plus importantes réalisations jamais faites en Côte d'Ivoire. Aboulaye Koné. C'est un projet qui sera exécuté au début de l'année prochaine. Le groupe Bouygues Construction vient de signer avec l'État de Côte d'Ivoire le protocole du projet technique définitif du métro d'Abidjan. C'est un métro extrêmement moderne qui sera réalisé et mis en service ici à Abidjan, donc dans les toutes prochaines années. Le montant, je crois qu'on peut l'officialiser, c'est un projet qui va représenter un investissement de 1,360 milliard d'euros. La signature de l'accord sur le coût global du projet ouvre la voie au grand chantier. L'ouvrage devrait donner un véritable coup d'accélérateur à l'urbanisation de la capitale économique ivoirienne. Maintenant, tout est sur les rails. C'est un ouvrage important sur la lagune qui va être fait. C'est des populations qui vont être déplacées et recasées dans de bonnes conditions, mais c'est aussi une bonne participation donc, à la résolution de la question de la mobilité à Abidjan. Nous prévoyons de transporter donc, à terme à peu près 500 millions de passagers donc, chaque année. Donc, ce qui est important donc, pour la ville d'Abidjan, principalement pour les communes d'Anyama, d'Abobo, d'Adjamé, du plateau de 13 000 Marcory et Port-Boué. C'est quasiment toute la ville d'Abidjan qui est traversée par ce projet. Donc voilà l'impact de ce projet qui va être réalisé donc assez rapidement. Maintenant, nous avons tous les clés donc, pour réaliser le projet. Premier du genre, en Afrique subsaharienne, la ligne 1 du métro d'Abidjan va générer un peu plus de 2000 emplois directs. Il devrait rentrer en service en 2024. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, le Sénat a voté 2 projets de loi, celui relatif à la représentation des femmes aux assemblées élues et le projet de loi pour l'introduction de la finance islamique dans l'environnement ivoirien de la microfinance. Léon Brou. Face à la Commission des affaires économiques et financières du Sénat pour la modification de l'ordonnance de 2011 portant règlement des systèmes financiers décentralisés, le ministre de l'Économie et des Finances est sans ambages. Il s'agit d'ouvrir l'environnement de la microfinance à la finance islamique. En toile de fond, le large accès des ménages, des petites et moyennes entreprises au financement. Avec l'adoption de cette loi, la Côte d'Ivoire est en conformité désormais avec la réglementation communautaire
Et ça permettra en fait aux populations d'avoir accès à une gamme additionnelle de systèmes financiers. La finance islamique est basée sur 3 principes. C'est l'interdiction des prêts à taux d'intérêt usuraires. Le deuxième principe, c'est la prohibition de la spéculation dans toutes les activités au niveau de la finance. Et le troisième principe, c'est l'interdiction du financement d'activités qui peuvent être considérées comme des activités jugées illicites. Avant ces travaux, c'est la Commission des affaires sociales et culturelles qui a approuvé le projet de loi pour la promotion du droit politique de la femme. Ce texte exige désormais que sur 100 élus au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Conseil régional ou de district ou encore au Conseil municipal, figurent 30 femmes. Entre autres mesures incitatives, le financement public complémentaire accordé aux partis politiques qui totaliserait 50% de femmes candidats, la sensibilisation de la gente féminine. Cette responsabilité elle est collective, chacun doit jouer sa part. Le ministère de la femme, de la famille, de l'enfant va faire des séminaires de sensibilisation, de renforcement des capacités, amener les femmes en mettant des femmes leaders devant pour nous accompagner, pour amener les femmes à se porter candidates. La représentation de la femme aux assemblées élues, le développement des petites et moyennes entreprises et l'épanouissement des ménages, des avancées partagées par les sénateurs à travers le vote à l'unanimité des projets de loi y afférents. Je vous donne maintenant un communiqué du comité d'organisation des visites d'État du président de la République. Dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région du Hambol, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation invite les ministres, élus, cadres et populations originaires de la dite région à prendre part à la réunion de lancement qui aura lieu le jeudi 10 octobre 2019 à 17h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. À Daloa, dans le centre-ouest ivoirien, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a scellé avec les chefs coutumiers de la région du Haut-Sassandra le pacte de la promotion de la paix. Il a exhorté les chefs des communautés des 4 départements à fédérer les énergies pour le renforcement du climat social. Léon Bro. 800 environ, ils sont venus de tous les 4 départements de la région du Haut-Sassandra. Les chefs des communautés autochtones Bété, Gouro, Niédébois, ainsi que les allogènes à Caen et Malinké, en phase avec le président du Sénat. Il faut renforcer le vivre ensemble pour préserver la paix. Ce que le président Ahoussou Jeannot a dit, ils sont tous en phase. Ils sont contents, ils sont heureux. Parce que quand il y a des troubles, c'est eux qui en pâtissent. Vous avez parlé de la paix, de la cohésion, de la réconciliation. C'est notre mission. Je tiendrai informé Monsieur le Président Oboukale pour que nous puissions véritablement nous mettre dans ce creuset et vous aider. Cet engagement, au terme d'une rencontre pour dire la nécessité de cohésion et de paix, Jeannot Ahoussou-Kouadio compare le niveau de développement à l'aune des crises à celui imprimé par le président Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire et d'indiquer que cet exploit est favorisé par la paix retrouvée. Le président du Sénat invite les chefs coutumiers à soutenir le chef de l'État. Nous avons fait l'expérience du boycott actif, du coup d'État, de la rébellion, de la crise post-électorale. Il y a lieu aujourd'hui de revenir aux fondamentaux, aux valeurs qui ont toujours caractérisé ce pays, notamment les valeurs de la paix. Objectif, encore du progrès pour le bonheur de tous. Ici, le président du Sénat rassure, les populations du Haut-Sassandra ne sont pas exclues, en témoignent les travaux et projets du chef de l'État dans leur région. La route Yamoussoukro-Daloa est en cours, Daloa-Bédiala, Zenoula, tous ces dossiers, le ministre Touré Mamadou est autour de la table du Conseil des ministres. Je crois qu'il saura bien les porter et plaider pour eux. Je suis venu annoncer aussi aux parents que le président de la République a pris une décision. Tous les sites d'habitation de 500 habitants, peu importe leur appellation, vont bénéficier de l'électricité.
Ces mêmes assurances, le président du Sénat les a également partagées avec la communauté baoulée de la région du Haut-Sassandra. Conférence de presse de la ministre Anne-Désirée Ouloto. Elle a fait un point de la récente visite du Premier ministre dans les régions du Guémont et du Cavali. Cadre du Cavali, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable s'est réjouie de ces moments privilégiés entre les populations et le chef du gouvernement, Herman Guivet. Il y avait de l'étreinte, de la convivialité, en somme, beaucoup d'émotions dans le Cavali et le Guémont à la faveur de cette visite de travail du Premier ministre dans les régions citées. La visite de travail achevée, occasion pour la ministre Anne Ouloto, fille et cadre de la région du Cavali, de faire le point de cette visite du chef du gouvernement dans ces régions. Lorsque certains lui proposaient de venir ici par l'hélico, en raison de l'état de la route entre Blolequin et Guiglo, il a répondu, mais si je ne vais pas par la route, comment saurais-je ce que la population endure? Et ça nous a beaucoup touchés. Des populations contentes, en joie, de voir le chef du gouvernement, parce que naturellement, les problèmes vécus peuvent trouver solution grâce à la venue du chef du gouvernement. Donc c'est une visite qui a suscité beaucoup d'espoir dans le cœur de nos parents. Nous sommes donc dans la joie, contents d'avoir réussi non seulement à l'inviter, de l'avoir vu ici, près des populations, à les écouter, à prendre bonne note de leurs préoccupations. Contact, échange et discussion entre le Premier ministre et les populations du Guémont et du Cavali pour promouvoir une vision. La vision déclinée ici par le Premier ministre à l'occasion de son séjour est une vision pour un pays au travail. Chacun, là où il vit, à Taï, à Guiglo, à Blolequin, à Toulepleu, chacun peut contribuer donc à la paix et au développement de notre nation. La vision du Premier ministre, c'est de faire en sorte que les femmes soient autonomes, des femmes au travail, des femmes qui pourront contribuer non seulement au développement de leur région, mais à l'épanouissement de leur famille et à la cohésion sociale. D'intenses moments de communion entre le Premier ministre et les populations du Guémont et du Cavali, moment marqué du saut du développement au regard des multiples actions de développement engagées par le chef du gouvernement pendant cette visite de 72 heures. Le Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a refermé ses portes pour cette édition 2019. Une plateforme qui a réuni les professionnels de l'immobilier, les potentiels acquéreurs de logements et aussi toutes les couches de la population. Tous venant s'informer des offres et aussi des innovations en la matière. Frédéric Oulaï et Francis Boifo reviennent sur les retombées économiques de ce salon. Plus de 20 000 visiteurs enregistrés cette année contre 15 000 il y a 2 ans. Après 5 jours, le salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a refermé ses portes avec des retombées économiques selon des exposants. On a vu beaucoup de clients, on a vu beaucoup de partenaires, on a vu beaucoup de contacts aussi. Chaque jour, peut-être on peut voir des 500 les clients, les visiteurs. Nous avons renseigné plusieurs clients et établi beaucoup de collaborations. Donc nous espérons que ce sera un boom pour notre entreprise. De la promotion des produits, il en a été question à Archibat. Archibat nous a permis de faire connaître aux Ivoiriens qu'il y a un produit qui remplace l'acier traditionnel pour la construction, qui est vraiment écologique. Ce salon a servi de cadre d'apprentissage pour des étudiants venus visiter les stands et participer aux ateliers. Je suis dans un bureau d'études. Nous faisons que seulement les plans. Et il fallait venir à ce salon-là pour voir ce que ces plans-là peuvent donner. C'est-à-dire, quand on fait la structure, à voir à quoi réellement ressemble cette structure que nous proposons sur les plans. Archibat a également permis aux architectes de mieux faire connaître leur profession. L'architecture est un métier de service public. Et donc nous travaillons pour tous les Ivoiriens. Et j'en profite aussi pour vous dire que l'architecte n'est pas cher. On a tendance à le faire dire. Et surtout que la majorité des gens qui viennent vers nous
sont ceux les plus fortunés, c'est vrai, mais nous faisons beaucoup d'œuvres sociales. Le salon de l'architecture et du bâtiment est avant tout une plateforme d'échange entre architectes, promoteurs immobiliers, fournisseurs et partenaires financiers et représentants de l'État sur les problèmes du logement. Il s'agit tout d'abord de la nécessité d'aller vers une production massive, d'une prise en compte systématique des notions de durabilité, de mixité sociale, de mobilité urbaine et d'efficacité énergétique dans la conception des quartiers. En attendant, la 8e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a été annoncée pour 2021. Dans le monde agricole, le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'ANACAD dote la filière de matériel et accessoires pour plus de 400 millions de francs CFA. Lanciné Bakayoko. Ce matériel roulant, composé de 309 motos, est destiné aux encadreurs de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, en charge de la filière ANACAD. Il est important que les agents aident la mobilité, les messages qui doivent transférer aux producteurs. Ces messages sont transférés sur le terrain, dans les champs, dans les plantations. Cette mobilité des encadreurs devrait améliorer les performances des producteurs en faisant passer les capacités de 524 kg à l'hectare à 650 kg sur le même espace. L'atteinte des objectifs exige le déploiement de moyens techniques et logistiques conséquents sur le terrain. C'est pourquoi le FIRCA, chargé de la mise en œuvre de la sous-composante appui au service de vulgarisation agricole et de transfert de technologies sur l'ANACAD, a décidé de renouveler le matériel roulant du personnel d'encadrement dédié à l'ANACAD de l'ANADER. La mise à disposition de moyens opérationnels s'inscrit dans le prolongement de la réforme engagée par le gouvernement en 2013 afin de maximiser la rentabilité de la filière. Cette réforme a permis de toucher 339 000 producteurs de cajou, dont 16% de femmes. L'objectif du dispositif en cours d'exécution est de donner davantage de valeur ajoutée à la spéculation. Il y a toute une démarche de transformation pour aller vers la meilleure qualité et aussi bien au niveau du berger qu'au niveau des produits. Donc c'est tout ce travail-là que le conseil du coton de l'ANACAD et avec le FIRCA nous aide à faire sur le terrain. L'enjeu pour le gouvernement est de transformer 50% de sa production à l'horizon 2020. En 2018, le pays a produit un peu plus de 730 000 tonnes de noix brutes. Cette production de la promotion de l'ANACAD passe également par la protection de l'environnement. Le gouvernement ivoirien est engagé à réduire le taux de dégradation du couvert forestier. 7 mois après l'adoption de la nouvelle politique forestière, il est question de mobiliser les fonds nécessaires pour le financement de cette politique qui vise à reconstituer 20% de la forêt ivoirienne. Une table ronde des bailleurs est annoncée pour le 16 janvier prochain à Abidjan. Francis Wafo. Pour le financement de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts sur la période 2019-2030, il faut 616 milliards de francs CFA, dont 63% à mobiliser par les partenaires de la Côte d'Ivoire. Une table ronde sera organisée le 16 janvier prochain à Abidjan pour rechercher ces fonds. L'initiative a été lancée par le ministre des Eaux et Forêts en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers. En 2019, ces entreprises ont investi plus de 14,7 milliards de francs CFA dans des efforts alignés sur les buts et les objectifs de l'initiative Cacao et Forêt. Au cours des prochains mois, nous ferons le nécessaire afin de fournir une estimation de l'investissement total des entreprises pour soutenir la mise en œuvre de cette initiative. La politique poursuivie par le gouvernement est ambitieuse et novatrice. Elle aborde le domaine forestier de manière pragmatique, en visant la reconstitution du couvert forestier dans les zones encore préservées, tout en prévoyant des partenariats avec le secteur privé pour mettre en œuvre l'agroforesterie dans les zones les plus dégradées. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, salue la mobilisation des acteurs à réduire la déforestation. Nous voulons sauver la forêt ivoirienne. Nous voulons regagner le terrain perdu, replanter, reboiser, mobiliser nos concitoyens et nos partenaires. Et nous voulons mettre en place un schéma novateur de gestion durable des forêts en Côte d'Ivoire. Retrouver un taux de couverture forestière de 20% à l'horizon 2030. Dans cette dynamique, des arbres seront plantés le 15 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire,
à l'occasion de la journée de la paix. 1 million au total. La ville de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, accueille en novembre prochain les journées promotionnelles de l'artisanat. C'est la 2e édition après celle de 2007. Avec le Maroc comme invité spécial, le thème est l'artisanat, formation, emploi durable et création de richesses. Mamadou Kwasi. Après 2007, les artisans de Côte d'Ivoire renouent avec les journées de promotion de l'artisanat. Une seconde édition pour accompagner ces artisans dont les produits et œuvres restent parfois dans l'anonymat. C'est la ville de Korogo qui accueille l'événement autour du thème l'artisanat, formation, emploi durable et création de richesses. Et ce du 6 au 10 novembre prochain. Le message que nous lançons, c'est le message d'appropriation de cette manifestation pour l'ensemble des artisans. Il faut que toutes les régions soient représentées à cette journée. Et que tous les artisans soient là. Parce que c'est une occasion pour nous de faire la formation des artisans, leur promotion pour les ramener au fur et à mesure. Non seulement au niveau du massif de l'artisanat qui est le MIBA, mais aussi au niveau international et dans les marchés internationaux. Le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, a rappelé au cours de cette cérémonie de lancement des JPA les actions de valorisation de l'artisanat ivoirien. Il a présenté le nouveau code de l'artisanat devenu aujourd'hui une référence dans l'espace UEMOA. Il rassure les artisans des prochains projets de développement de ce secteur d'activité. Nous voulons donc construire des sites artisanaux dans différentes villes de Côte d'Ivoire. Et selon la spécificité de la région, on met un centre d'apprentissage propre à la région. Ça permet aux enfants de la région, mais même de la Côte d'Ivoire, de venir apprendre ce métier avec des maîtres artisans de façon codifiée. Quand les jeunes sortent de là, même s'ils ne sont pas allés à l'école, mais ils ont un diplôme, on reconnaît qu'ils ont appris. Ça change les mentalités. Le Royaume du Maroc est l'invité spécial de cette édition des journées promotionnelles de l'artisanat JPA. Initialement prévu pour cette année 2019, le MIVA, marché ivoirien de l'artisanat, se tiendra finalement en 2020, a annoncé le ministre Sidiki Konaté. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a ouvert à Yakassé, à Tobrou, le centre de santé rural d'Abradine 1, un village de la sous-préfecture. La construction et l'équipement de l'infrastructure s'inscrivent dans la politique de généralisation de la couverture maladie universelle. Mamadou Kwasi. Les populations du village d'Abradine 1, dans la sous-préfecture de Yakassé, à Tobrou, ne vont plus parcourir la dizaine de kilomètres pour bénéficier des soins médicaux. Leur village dispose désormais d'un centre de santé moderne avec des logements pour le personnel. Des infrastructures réalisées par les populations avec le soutien d'une ONG italienne. Dans le cadre du programme social du gouvernement, ce centre de santé a été entièrement équipé par le ministre Joseph Seka, cadre de la région. Un plateau technique pour accueillir les patients dans le cadre de la couverture maladie universelle. C'est un joyau que vous avez déposé à Abradine 1. C'est un bijou, ça s'entretient. Et c'est pour cette raison que je vous prie d'aider le corps médical à entretenir ce centre de santé. Et si le centre de santé est bien entretenu, vous aurez encore d'autres équipements. L'inauguration du centre de santé d'Abradine 1 a été faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Akaole a invité les populations à fréquenter ce centre de santé. Couverture maladie universelle, qui est une vraie réponse à l'accès des populations les plus vulnérables à des soins de santé, de qualité, de proximité. Jusqu'ici, à peu près 15% de la population pouvait avoir accès à des soins de santé. Avec l'avènement de la couverture maladie universelle, ce sont les plus démunis, les plus vulnérables qui vont pouvoir, eux aussi, avoir accès à des soins de santé. Le nouveau personnel médical a été présenté à la population. Des populations qui ont traduit leur satisfaction pour cette nouvelle infrastructure qui vient renforcer le développement de leur village. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a saisi l'occasion pour visiter les locaux de l'hôpital général de Yakassé Tobrou. Un hôpital qui verra son plateau technique renforcé dans le cadre du programme social, a soutenu le ministre de la Santé. En mot de sport, rugby, le consulat général de France a signé une convention avec la Fédération ivoirienne de rugby. Il s'agit de faciliter l'obtention du visa Schengen pour les athlètes de haut niveau et les cadres techniques, notamment dans le cadre de leur formation.
En marge de la conférence mondiale sur la paix au Japon, la cofondatrice de la Fédération universelle pour la paix a animé une conférence de presse. Le Dr Moon a réaffirmé son engagement à la paix et au bien-être des Africains. Le dossier du Brexit, pour terminer, le Premier ministre britannique Boris Johnson a été invité à modifier les points problématiques de son plan de sortie de l'Union européenne. Mais la perspective de conclure un accord est très incertaine. À moins d'un mois de la date théorique du Brexit, les discussions entre Européens et Britanniques se poursuivent à Bruxelles. Il s'agit de trouver un accord d'ici la fin de la semaine et le soumettre aux dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles la semaine prochaine. Merci à tous de toujours nous suivre sur RTI 1. Prochain rendez-vous de l'information, 23h avec Marine Cognan. Bonne fin de soirée sur nos antennes et à demain.